Chers téléspectateurs, bonsoir. Radiotélescopie de la Guadeloupe revient sur le décryptage et l'analyse des transformations qui ont modifié radicalement notre société depuis 50 ans. Le décryptage de ces transformations qui ont modifié notre mode de vie, notre mode d'agir, notre mode de penser et même notre mode d'habiter va être fait en compagnie d'Éric Broussillon, sociologue. Éric Broussillon, de son regard lucide, acéré, sans complaisance, va décortiquer pour notre compte les conséquences de ces transformations sociales intervenues dans notre société depuis 50 ans. Nous allons commencer avec Éric Broussillon par faire un état des lieux. Cet état des lieux, dans les départements d'outre-mer et en Guadeloupe en particulier, où il constate une constance dans la relation entre le département, la Guadeloupe et la métropole. Département qu'il qualifie d'une formule lapidaire, qu'on pourrait qualifier de lapidaire, mais saisissante, qui est celle d'une colonie départementalisée. Une colonie départementalisée où la misère sociale est masquée par des artifices de consommation, mais qui ne trompent pas, selon lui. Écoutons sa première analyse. Bonjour, monsieur Éric Broussillon. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des inadaptations et des handicaps depuis plus de 10 ans. Vous avez eu multi-formations, vous avez été d'abord juriste, ensuite vous vous êtes intéressé à la sociologie, vous avez fait des études de sociologie, vous avez occupé plusieurs postes dans votre carrière professionnelle. Vous étiez d'ailleurs un ancien président de l'Association générale des étudiants guadeloupéens. Oui, tout à fait. Vous avez exercé le métier de journaliste militant quand vous êtes revenu en Guadeloupe. Et puis vous avez occupé plusieurs postes dans différents instituts de la Guadeloupe, toujours en lien avec le social. Vous êtes donc un homme avisé, un scrutateur très avisé de la société guadeloupéenne. Vous avez certainement vu toutes les mutations auxquelles cette société a été soumise depuis plus de 50 ans. Nous venons vous voir aujourd'hui pour que vous puissiez décrypter pour nos téléspectateurs ces mutations qui affectent notre société. Et on va parler précisément de la place de l'homme dans l'éducation des enfants dans les foyers guadeloupéens. Un sujet passionnant. Il est vrai que j'ai pu observer les mutations, grâce à mon activité professionnelle, qui est ancrée dans le réel quand même, et aussi parce que je ne suis plus tout jeune, heureusement ou malheureusement, donc j'ai le temps de voir un certain nombre de choses évoluer. Oui, la société guadeloupéenne a profondément changé, et très rapidement changé en un demi-siècle. Au cours des 50 dernières années, elle a changé dans tout. On pourra voir ça dans le détail, mais elle a changé dans tout. Elle a changé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan législatif, sur le plan des mœurs, sur le plan culturel. Hein? Oui, alors la structure fondamentale, oui, c'est-à-dire celle qui lie la Guadeloupe à la France, les structures, n'a pas bougé. C'est toujours le même type de rapport entre la Guadeloupe et la France. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je pense, et c'est ma conviction, que au fond, ce rapport-là est un rapport, je pense que c'est un rapport colonial. Je vais reprendre volontiers une formule... Vous êtes provocateur, là? Non, mais je suis, je pense, sincère et réaliste. Je reprends une formule d'un philosophe guadeloupéen décédé depuis quelque temps, c'est Raoul Serva. Je pense que la Guadeloupe, c'est une colonie départementalisée. Une colonie départementalisée. Je pense que fondamentalement, cette expression-là est tout à fait adéquate. C'est elle qui résume le mieux la situation de la Guadeloupe. La Guadeloupe n'est évidemment pas une colonie traditionnelle comme celle
la colonisation qu'on a connue au début du siècle. Bien sûr. On ne va pas dire ça. Il suffit de se promener en Guadeloupe, on ne peut pas se permettre de dire des choses de ce genre. Il y a de belles maisons, de belles voitures, les magasins sont bien achalandés. Bon, et un regard superficiel pourrait dire, tiens, mais ces gens-là vivent bien. Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a une profonde misère sociale. Mais comme les Guadeloupéens sont pudiques, ils masquent cette misère sociale. Il y a toutes sortes d'artifices qui sont utilisés pour que la misère ne se voit pas. Quels sont ces artifices, par exemple, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent de quoi vous parlez? Le Guadeloupéen n'aime pas se plaindre. Bon, on va trouver quelques personnes qui vont dire « Ah, t'as pas bon, ça pas caille ». Mais ça s'arrête là. Mais ne se plaint pas. Au contraire, il va toujours chercher à faire belle figure en face de l'autre. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qui raconte ses malheurs, raconte ses mépris en Guadeloupe. Donc, il va essayer de faire belle figure. Mais au fond, et là les travailleurs sociaux sont bien placés pour en parler, lorsqu'on le connaît bien, lorsqu'on va chez lui, parce que les travailleurs sociaux vont chez les gens, lorsqu'on regarde dans quelles conditions il vit, lorsqu'on voit une misère, mais là une misère morale, une détresse morale, on comprend mieux. On comprend que, par exemple, que dans une famille de 6 enfants, eh bien, les 6 sont au chômage, même s'ils sont majeurs. Ça ne se voit pas. Il y a des choses, il y a le RSA, le machin. Mais les 6 sont au chômage. On se rend compte que... Et sans perspective. Sans perspective. Donc, on aurait pu dire que c'est un chômage temporaire. Mais il n'y a pas de perspective. Lorsqu'on voit l'importance de l'échec scolaire en Guadeloupe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et pour ma part, quand il m'arrive d'être debout devant un lycée ou un collège et de regarder sortir ces centaines d'enfants, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? À propos du décrochage scolaire, juste une petite question, puisque c'est un peu à l'ordre du jour ces jours-ci. Quelle est la proportion du décrochage scolaire, c'est ce qu'on appelle les décrocheurs en Guadeloupe? Vous avez une idée? Parce que sur le plan national, on nous a dit qu'il y avait à peu près 200 000 enfants qui décrochaient et qu'il y aurait une amélioration de ce taux de décrochage qui baisse de plus en plus en métropole. Ça c'est en France. Oui. Ça, c'est en France. Oui. En France hexagonale. Et en France hexagonale, je veux dire. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, ça empire. Ça empire. Le mouvement est plutôt inverse ici. Mais bien sûr, ça empire. Parce que l'école, et c'est pas la faute des enseignants. Les enseignants guadeloupéens sont de bons enseignants, pour la plupart. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est un problème structurel. Nous partons de très loin, très très loin, et on nous demande en peu de temps d'arriver à l'excellence. Il y en a qui réussissent, mais il faut bien comprendre que la majorité n'y arrivera pas, parce qu'on ne peut pas, avec les mêmes moyens que ceux des gens de l'Hexagone, arriver au même résultat. C'est pas vrai. Et puis il faut une nouvelle, mais ça serait un long débat. Il faudrait refonder l'enseignement en Guadeloupe. Ces modifications sociales ne sont pas sans conséquence sur la perception du rôle du père dans les familles créoles. Ce rôle du père que va maintenant nous analyser et décrypter Éric Broussillon. Alors, nous allons, puisqu'on parle de l'enseignement, nous allons donc aborder cette question qui nous préoccupe, qui est notre propos, c'est celui de la place de l'homme dans l'éducation des enfants dans nos foyers créoles. Oui, gros problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les hommes? Alors, les idées reçues, c'est que l'homme n'est jamais là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu l'émission, les réactions des personnes, notamment les femmes d'un certain âge, qui disent j'ai élevé mes 8 enfants, mes 4 enfants, mes 5 enfants seul. J'étais seul parce que mon mari n'était jamais là. Oui. Il faut, bon, dire, c'est vrai.
D'abord, c'est vrai. Souvent, l'homme n'était jamais là. Et parfois, aujourd'hui encore, il n'est pas là. On ne peut pas nier ça. Et les femmes ont dû souvent affronter la situation seules. C'est dû à quoi? Voilà. Alors, on parlera de l'histoire tout à l'heure. Mais ça, c'est une réalité. Mais la question de l'absence du père est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup de psychologues ont parlé souvent de la question du père absent présent. C'est-à-dire le père n'est pas là, mais que la mère fait exister à travers sa parole, en parlant du père, en renvoyant l'exercice de l'autorité au père. Si vous faites ça, on ne dit pas par ça. Oui, ça ressort voilà. Très souvent. Donc, c'est le père présent absent. Alors, ça ne se justifie pas qu'il soit jamais là, hein, mais il faut aborder cette question-là avec beaucoup plus de circonstances. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ensuite, beaucoup d'hommes, c'est vrai, à tort, avaient l'impression de remplir leur mission de père dès lors qu'ils faisaient rentrer l'argent dans la maison. On apporte l'argent. Bon, on s'assure de tout ce qui est matériel en termes d'éducation. Financier. Tout à fait. Et c'est vrai que l'homme n'avait pas compris que l'éducation, s'occuper de ses enfants, en tout cas, ça ne se résumait pas à cela. Et on a des difficultés, hein, je crois, chez les hommes guadeloupéens, à comprendre ça jusqu'à présent. Parce que c'est lié à ce qu'a été notre histoire, certes, et c'est lié aussi à ce que j'appelle parfois au fait que, vous savez, l'homme guadeloupéen est pudique. Combien d'hommes guadeloupéens ont déjà dit à leurs enfants un jour qu'ils les aiment? Ça ne se dit pas, hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Et parfois, il aime même terriblement. Mais ça ne se dit pas dans sa culture, dans sa tradition. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, c'est pourquoi cette question du rapport homme-femme en Guadeloupe et la question du père est complexe. Mais c'est vrai, il était absent. C'est vrai aussi que parfois, il était expulsé du foyer. Aussi à la question de la femme potomitan qui prend toute la place. Oui. Ça, c'est dans l'imagerie populaire, hein, la mère potomitan. Pourquoi est-ce que vous pensez que... comment pouvez-vous expliquer cela, cette histoire de la mère potomitan dans la société? Je vais dire en passant que c'est une expression que je n'aime pas. C'est pas pour diminuer la femme. La femme a assumé. C'est bon. Mais en parlant de femme potomitan et en disant fièrement que je suis un potomitan, c'est rendre la femme prisonnière de sa situation. Il ne faut pas qu'elle soit un potomitan. De toute façon, si un seul poteau, la maison va tomber. Il ne faut pas qu'elle soit un potomitan. Il faut qu'il y ait au moins 2 poteaux. Donc, il y a une fierté à avoir été, mais il n'y a pas de fierté à vouloir continuer à l'être. C'est une tendance quand même qui se dessine. Hein. De plus en plus de femmes disent on ne veut pas être des potomitans, on veut être 2 potomitans dans la maison, parce que nous avons été 2 à faire des enfants. Absolument. Ouais. Alors, malheureusement, dans cette démarche d'être potomitan à tout prix, l'homme c'est un processus d'évacuation des pères aussi qui se mettait en place. On ne lui disait pas partez, non, mais il ne faut pas venir dans ma cuisine, mais qu'est-ce que tu es toujours là à mes pieds? Bon, mais tu vois pas que j'ai déjà fait le lit et tu viens te coucher. Mais ok, ça dit salon au moins, bon. Le bonhomme partait. Bon, alors, parfois c'est un prétexte aussi, mais il se servait de ça pour partir, vraiment. Mais aussi, il faut comprendre qu'il n'a pas le droit de venir dans la cuisine, il n'a pas le droit de s'asseoir dans le salon parce qu'on a déjà fait le ménage, il n'a pas le droit de se coucher sur le lit parce qu'on a déjà mis des draps bien propres. Bon. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que l'homme de cette époque, qui était souvent parti soit dans les champs, soit
la femme, le domaine intérieur. Hein, parce que ça. j'ai entendu même des femmes dire « Je suis le ministre de l'Intérieur ». Oui, elle s'empare de tout l'espace domestique, Voilà. pratiquement. Alors, ça arrangeait certains hommes, bien évidemment, Bien sûr. puisqu'on ne veut pas en arabe. Bon, mais il y a aussi des femmes qui ne se rendaient pas compte de cela. C'est-à-dire, elles avaient effectivement le sentiment de prendre les choses en main, et en prenant les choses en main, elles faisaient bien. Donc, il ne s'agit pas d'accuser ou de machin, mais de comprendre un processus Tout à fait. qui s'est développé. Ces transformations sociales depuis 50 ans ont entraîné l'évolution du statut de la femme dans nos sociétés. Les femmes sont plus formées, sont plus instruites, travaillent plus, ont acquis aussi une autonomie financière qui leur donne, qui modifie leur rôle même au sein des familles guadeloupéennes. Écoutons notre sociologue. Pour en revenir donc à la femme qui a son domaine intérieur L'espace domestique lui réservé, lui appartenant, et comment, à votre avis, est-ce que vous croyez que cette situation a évolué aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans, etc. Oui, les jeunes générations voient les choses différemment. On rencontre de plus en plus de jeunes couples qui fonctionnent ensemble. On se partage très concrètement, quotidiennement, l'occupation, enfin, l'éducation des enfants, et il n'y a plus de tâches réservées spécialement aux hommes ou spécialement réservées aux femmes. Enfin, de moins en moins. Vous le constatez, vous, sur le terrain, dans les études que vous faites Par exemple, quand on va dans des réunions où on demande à des parents de venir, c'est vrai que les femmes sont toujours plus nombreuses, hein, jusqu'à maintenant, il faut... Mais on constate que les hommes sont de plus en plus présents. Lorsqu'il y a... Alors, on va prendre un exemple qui n'est pas un exemple de fonctionnement de couple, mais de dysfonctionnement, mais révélateur. Lorsqu'il y a des procédures de divorce, on constate que de plus en plus de pères demandent la garde des enfants. Donc il y a une transformation progressive de l'attitude du père vis-à-vis de la question domestique, parce que l'apprentissage des enfants fait partie de ça. Et les femmes discutent avec leurs compagnons avec de leurs problèmes, de ce qu'on pouvait considérer avant comme « ah, ça c'est problème à madame, hein, non pas discuter ». Non, les femmes et les hommes discutent de plus en plus de certains problèmes. Mais ça, c'est vraiment une nouvelle génération qui correspond au fait que peut-être que la notion de couple est comprise différemment, mais ça correspond aussi à un processus d'émancipation des femmes. Parce que de moins en moins, elles se sentent obligées de faire semblant. Dans les transformations ayant modifié radicalement notre société, Éric Broussillon, le sociologue, retient deux principales, qui sont les médias et l'introduction du RMI, l'institution du RMI. Les médias, avec les modifications intervenues dans les années 80, et puis l'accélération de ces médias par la révolution numérique, ont modifié d'abord notre regard sur le monde, notre regard sur nous-mêmes, notre monde, avec l'introduction, par exemple, des nouveaux médias qu'induit Internet, accessibles à tous les citoyens, la multiplicité surtout des sources d'information. Ces sources d'information qui s'introduisent dans les ménages, jusque dans les chambres d'enfants qui peuvent regarder des choses sur leur téléphone portable et ainsi être avec des modes de vie qui ne sont pas les nôtres. Il y a aussi l'institution du RMI, du revenu minimum d'insertion. Et la remarque pertinente
de notre sociologue sur le mot insertion qui n'a jamais été mis en œuvre réellement par l'État. Écoutons son analyse qui est source de réflexion. Justement, nous allons rebondir sur cette transformation, cette mutation des femmes dans notre société. Nous avions parlé tout à l'heure des mutations qui sont opérées dans cette société guadeloupéenne depuis 50 ans. Oui. Une transformation radicale même de notre société. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu pour nos téléspectateurs pour expliquer cette transformation, ces mutations qui sont opérées dans notre société? Il me semble qu'il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui sont importants. Lesquels? Il y a l'omniprésence des médias, et en particulier de la télévision. Oui. Ça veut dire qu'il y a... ça, c'est la première mutation, oui. Il y a l'importation, c'est pas... oui, on peut employer ce terme. L'importation de modèles comportementaux ou de fonctionnement familial qui viennent de partout, du monde entier, et qui ont entraîné, il faut le dire, une occidentalisation du mode de fonctionner, du mode de penser, du mode d'habiter. En Guadeloupe. C'est un élément important. Les Guadeloupéens ont une consommation télévisuelle. À l'époque, je me souviens d'une étude que j'avais conduite qui est égale à celle des pays développés en termes d'heures consacrées à regarder la télévision. Alors, c'est dire que les modèles importés sont prégnants. Donc regarder la télévision induit donc une modification de comportement par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Bien sûr, s'imprégner de d'autres modèles culturels venus de partout. Et puis il y a un élément auquel on ne pense pas. Une prestation comme le RMI a bouleversé les rapports hommes-femmes. Vous voulez dire que... Pourquoi cela a bouleversé le rapport homme-femme? Oui, parce que certaines femmes, beaucoup de femmes qui n'avaient pas de revenus, aussi peu, étaient quelquefois contraintes de demeurer avec un homme qui les maltraitait, qu'elles n'aimaient plus en tout état de cause, tout simplement parce que l'homme... Elle dépendait financièrement de lui. L'argent, elle dépendait financièrement. Les prestations telles que le RMI ont permis à la femme, alors que ce sont des prestations toutes petites, mais ont permis quand même à la femme d'avoir des ressources sans attendre que l'homme veuille bien lui donner un pécule. Et on a assisté à un certain nombre de choses négatives aussi, il y a des choses incroyables. Des femmes se sont débarrassées de leur homme. Oui. Quand elles ont commencé à toucher cette prestation, soit parce qu'elles se sont dit « Ouf, je peux enfin me débarrasser de lui », ou plus pernicieusement, elles se sont dit « Oh là là, mais si je reste avec lui, on ne va pas me donner cette prestation parce qu'on va estimer que j'ai des revenus d'un couple, alors il vaut mieux qu'il s'en aille, ou alors qu'il vienne le soir où on ne le voit pas, que l'enquêteur ne le voit pas. » Donc ça a une modification dans les rapports hommes et femmes, surtout dans les rapports de domination que les hommes avaient sur les femmes auparavant, avant l'existence de ces prestations. Donc là, vous m'avez donné deux mutations qui expliquent un peu ce... Deux parmi d'autres. Hein? Parmi d'autres. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que les femmes ont, ces 50 dernières années, d'abord les modifications législatives, ont été plus formées, oui, instruites, se sont impliquées, se sont engagées dans le travail, ce qui leur a donné effectivement une certaine autonomie financière, et que que les femmes se sont plus adaptées à ces mutations sociologiques auxquelles nous assistons ces 50 dernières années, plus que les hommes. Vous ne pensez pas ça? Ça c'est un autre aspect de la question. C'est-à-dire que
La femme, alors, s'est engouffrée plus rapidement dans la modernité, je mets des guillemets, Oui. que l'homme, parce qu'effectivement, elle a bien senti là, tout le parti qu'elle pouvait En tirer. Et c'est vrai ça fait partie de l'émancipation, avec ses effets positifs et négatifs, mais avec ses effets positifs dans le cas dont nous parlons. Elle s'est engouffrée plus rapidement que les hommes dans ce processus de modernisation. Alors, c'est vrai qu'à la sortie, elle se heurte quand même à un entonnoir, c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas de boulot. Oui, le plafond de verre aussi. Voilà. Le plafond de verre. Aussi, mais quand elle trouve du boulot aussi, le plafond de verre. Voilà. La semaine dernière, on parlait de l'inégalité des salaires Tout à fait, voilà. entre hommes et femmes. Donc, on le revit aussi ici. Parce qu'on le sent, toutes les enquêtes dans les établissements scolaires montrent que la réussite des filles est plus importante que celle des garçons. C'est exact. Ici, dans le primaire, dans le secondaire, à l'université, oui. Seulement, arrivé au bout de l'entonnoir, eh bien, problème. Ça c'est le titre Et l'homme, oui. d'un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Ben, c'est la question qu'a posée Madame Hélène Marie-Angélique, en charge des problèmes des droits des femmes à la préfecture, qui a eu l'amabilité de nous accorder un bref entretien. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Parce que les femmes réclament la participation des hommes à l'éducation des enfants. Elles attendent cela, même si quelques-unes ont bien sûr des choix. C'est-à-dire qu'elles ont des familles monoparentales choisies, assumées complètement. Oui, de plus en plus d'ailleurs. Voilà, de plus en plus. De plus en plus. Voilà. Mais où sont les hommes? Qu'est-ce qui explique que les hommes soient un peu en retrait, malgré tout, dans l'éducation des enfants dans nos foyers? Oui, c'est une question de temps, parce que les hommes ont à faire et sont en train de faire une rupture avec un comportement qui date depuis toujours, hein, je veux dire. Donc, la rupture n'est pas une rupture brutale. Elle ne peut pas se faire brutalement. J'allais dire qu'il faut donner le temps au temps. Ça ne veut pas dire que ça doit durer éternellement. Mais la rupture est en train de se faire progressivement avec les jeunes générations. Et on s'apercevra bientôt que les hommes sont là. Mais ça se fait progressivement. Alors les femmes peuvent trouver que ça se fait à dose vraiment homéopathique et très lentement. Et je les comprends. Elles voudraient que ce soit un changement radical et que les hommes assument rapidement. Elles ont peut-être raison de vouloir cela. Mais aucun changement ne se fait comme ça. Les choses s'installent progressivement. Je ne veux pas dire que les choses ne se font pas par décret. On pourrait prendre toutes sortes de lois en disant, bon, désormais, il faut que les hommes passent ça. Bon, ça ne change rien. Hein, comme on a dit que pour la loi de la parité, désormais, il faut le même nombre de femmes. Oui, d'accord. On met le même nombre de femmes que d'hommes, mais si on donne des postes subalternes à la femme, ça a changé quoi? Rien. Exact. Rien. Donc, les choses se font progressivement. Alors, il y a une personne du troisième âge qui nous a donné une explication qui est assez intéressante à analyser, nous allons vous le soumettre. Il nous disait que le problème qu'il y a aujourd'hui pour l'éducation des enfants, c'est que, à leur époque, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, le monde dans lequel ils vivaient, était un monde qu'avaient connu leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de différence entre ce qu'ils vivaient, c'est que le monde dans lequel ils vivaient, que le monde dans lequel avaient vécu leurs arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Donc, les valeurs qui se transmettaient ne rencontraient pas une forte résistance de la part des enfants parce que c'était exactement le même monde. Alors qu'aujourd'hui, sur les 50 dernières années, il y a eu une telle mutation, une telle transformation de notre société que les parents d'aujourd'hui, un peu avant, vivent dans un monde qu'ils n'ont pas connu
les enfants vivent, eux, dans un monde nouveau qui leur est tout à fait naturel, alors que les parents vivent dans un monde qu'ils n'ont pas connu. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez le problème des médias, hein, les médias qui sont entrés en force dans chaque foyer, et qui est une fenêtre sur le monde, avec les avantages et les inconvénients que l'on connaît. Donc, résultat, il y a ce hiatus-là. Ce hiatus entre ces générations. Et il disait, si on veut réussir, il faudra qu'il y ait une coopération, que le père devienne l'ami de l'enfant, sinon c'est l'affrontement entre les générations. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, alors, un petit bémol, il ne faut pas que le père devienne l'ami. Il faut que le père demeure le père, mais seulement qu'il se rapproche de son enfant et qu'il discute. Ami, c'est il disait ça. Il disait ça, c'est une force, une figure de style. D'accord. Bon, mais il est vrai qu'il y a une génération, je dis qu'il y a une génération qui est en difficulté actuellement, c'est la génération, disons, des 50, 70, 75 ans. C'est vrai que leur monde à eux a été un peu celui de leurs parents, a été celui de la génération. Donc, et ils s'entendent mieux, ils comprennent mieux le discours de leurs parents que le discours de leurs propres enfants, et a fortiori des petits-enfants. Donc, c'est une génération là qui est en difficulté. Et ça peut se constater facilement, c'est-à-dire dans l'utilisation des nouvelles technologies. Des gens, il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont complètement paumés. Et lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, à commencer par moi, eh bien, j'appelle mon fils ou mon petit-fils, je dis de venir me faire ça parce que je n'y arriverai pas. Donc, c'est vrai. Donc, parce qu'il y a eu rupture, effectivement, dans cette société. Là, comment je vais dire ça? Là, la départementalisation dans un premier temps, puis la post-départementalisation, la régionalisation, avec tout ce que ça a entraîné comme modification dans le mode de consommation, dans le mode d'habiter, des relations entre les gens, il y a eu une rupture. Alors, je disais tout à l'heure que les choses évoluent progressivement, mais là, en l'espèce, les choses ont évolué brutalement. Brutalement, hein, je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a 50 ans, disons 60 ans, on était dans un ancien monde, parce que la loi de 46, la loi de départementalisation n'a pas changé les choses brutalement. Hein. Bien après la départementalisation, les structures économiques étaient demeurées les mêmes. Il a fallu attendre plusieurs années. Donc, mais en 60 ans, on est passé donc de ce monde, on est passé de la charrette à l'informatique. Exact. Donc on peut pratiquement dater le commencement de la rupture, avec l'ancienne société, en quelque sorte. Et les années 60. Et une société n'évolue pas comme ça. C'est nos sociétés, colonies départementalisées, qui évoluent comme ça. Mais une société n'évolue pas comme ça. Dans une société, il faut un temps, les anthropologues appellent ça le temps de la sédimentation. Il faut que nous n'avons pas eu ce temps de sédimentation. On n'a pas eu ce temps de sédimentation. On est passé d'une société à économie de subsistance à une société d'économie de surconsommation. Oui, c'est ça, tout à fait. Il n'y a pas eu ce temps de sédimentation. Et pourquoi? Parce que l'impulsion du mode d'habiter, du mode de vie, du mode de tout, vient de l'extérieur. On prend une société comme la France, par exemple, qui a évolué lentement, qui est passé du féodalisme à ceci, à cela, avec un temps d'adaptation, plus que de l'adaptation, un temps de sédimentation. Tandis que nous... De mûrissement, de maturation. Tandis que nous sommes dans une course à l'adaptation. C'est-à-dire que le Guadeloupéen doit s'adapter rapidement à toutes ces choses qui arrivent de l'extérieur. Ici, il s'y adapte tant bien que mal. Mais c'est une course à l'adaptation permanente. Adaptation, ensuite réadaptation, c'est ça. Nous allons continuer là-dessus. Car sans concession de notre sociologue sur notre société, lui fait qualifier cette société de société du jetable.
où nous n'avons jamais le temps de digérer toutes les modifications qui sont exogènes à notre société. Il dit que notre société est dans une perpétuelle course à l'adaptation, sans que nous ayons eu le temps de digérer, sans qu'il y ait eu le temps de la sédimentation des changements opérés dans notre société, lesquels changements sont toujours exogènes et non endogènes. Écoutons-le. Vous parlez de quelque chose de fondamental, la course à l'adaptation. Oui. De quelque chose qui est exogène Oui. à la société guadeloupéenne, les mutations qui se sont opérées, la population, la population n'a pas eu le temps de la sédimentation, comme vous le dites, de maturation. Il a fallu à chaque fois s'adapter. Et à chaque fois, nous sommes toujours en retard d'un train. Oui. C'est bien de cela. C'est bien ça. Et il y a des conséquences réelles sur le vécu au quotidien. Absolument. Nous passons notre temps à maintenir notre tête hors de l'eau. C'est-à-dire pour ne pas étouffer. Alors, on essaie de tenir notre tête hors de l'eau. Alors qu'on n'a pas le temps, pour prendre une image, de se baigner, de faire la planche, de nager tranquillement. Oui. Il faut éviter de faire en sorte qu'on ne se noie pas rapidement. Donc, nous vivons comme ça en Guadeloupe. Donc, ça... C'est pas spécifique à la Guadeloupe non plus. Non, tous les départements d'outre-mer. Oui, bien sûr, absolument. Tous les départements d'outre-mer sont comme ça, vivent comme ça. Alors, ça crée des modes de comportement. Prenons un exemple. Nous ne produisons pas grand-chose, pour toutes les raisons que nous savons. Mais sans produire grand-chose, nous sommes quand même dans la société du jetable. Exact. C'est terrible, une société qui ne produit pas, mais qui jette. Elle jette pourquoi? Parce qu'elle a la possibilité d'obtenir quelque chose de plus nouveau, quelque chose de plus moderne, etc. Et cette chose à laquelle il faudra s'adapter. Et toute la vie en Guadeloupe depuis quelques décennies, c'est ça. Donc, et on n'a pas le temps d'assurer ses fondements. Et c'est pourquoi il nous faut faire attention, parce que nos fondements, ceux qui nous restent comme fondements culturels, sont mis à rude épreuve. Mais à rude épreuve, il y a danger sur nos fondements culturels. Il y a véritablement danger, puisqu'on n'a pas le temps. C'est comme si on faisait un immeuble mais sur des pieux qui n'étaient pas suffisamment profonds. Donc cet immeuble-là, il peut tomber à la première secours. Le manque de sédimentation et puis de digestion de tout ce qui nous vient. Avec cette mutation technologique qui est celle du numérique, avec aujourd'hui, avec un petit portable, on est en connexion avec le monde entier. On est connectable en monde. Alors, à notre avantage, et peut-être que ça aussi c'est le produit de notre histoire, les Guadeloupéens ont justement acquis une capacité d'adaptation extraordinaire, mais véritablement extraordinaire. Alors il y a des gens n'est-elle pas liée à notre capacité de résilience? Traverser tout ce qu'on a traversé et être debout, c'est quand même une formidable faculté de résilience qui permettra à cette société précisément de pouvoir s'en sortir. Qu'on soit encore là vivant, oui, c'est une capacité de résilience extraordinaire. Alors il y a des gens qui disent les Guadeloupéens sont comme une éponge. Alors moi je réfléchis, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Alors si on estime que c'est un défaut, ça veut dire que nous sommes là en train d'accepter tout ce qu'on nous propose sans faire attention et que nous ingurgitons, nous sommes une éponge, on ne prend même pas la peine de réfléchir. Ou alors, on peut se dire que nous sommes une éponge parce que nous avons la capacité de tout comprendre et de tout modifier. Alors, je prends des exemples très, très basiques pour parfois, pour expliquer quand même cette capacité d'adaptation.
Bon, une adaptation très pratique. Vous savez, il y a quelque chose qui a fait rire des amis étrangers, européens, italiens qui étaient de passage à Guadeloupe. On a été manger une pizza. On a été manger une pizza guadeloupéenne qui n'a rien à voir avec la pizza italienne. Et ils ont dans un premier temps éclaté de rire. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas une pizza, soyons sérieux. J'ai dit, ouais, mais c'est notre pizza. Adapté à la guadeloupéenne. Bon, et donc il y a cette capacité quand même à prendre qui vient d'ailleurs de travestir cette chose-là et de lui donner une forme guadeloupéenne. Il y a aussi cette capacité-là. Alors, encore une question relative à la question de l'adaptation et de cette difficulté qu'on a quelquefois, que notre société a aussi, à chaque fois à courir après les choses. Par exemple, voyez-vous l'histoire du mariage pour tous. Oui. Bon, dans notre société, ça a été quand même difficile. Oui, tout à fait. Que la grande majorité de la population accepte l'idée du mariage pour tous. Parce que les mœurs ici n'ont pas évolué en même temps qu'en métropole. Oui, mais c'est vrai, oui. Oui, mais ça fait encore débat. Ça fait plus que débat. Ça divise notre société profondément. Mais c'est un débat qui va s'apaiser. Nous viendrons vous voir d'ailleurs quand nous allons consacrer une prochaine émission sur la question du mariage pour tous, sur la question de l'homosexualité d'une manière générale dans nos sociétés créoles. Ainsi donc, au regard de toutes ces transformations, la relation homme-femme en Guadeloupe est une question extrêmement complexe. Le rôle du père dans l'éducation des enfants est quelque chose dont les fondements sont même à chercher dans l'inconscient collectif de notre société. Sur la question, c'est lié à la question de la place du père dans la famille, oui. Mais plus largement, il s'agit de la relation homme-femme en Guadeloupe. C'est une question qui n'a jamais été simple. Croire que les hommes et les femmes se rencontrent, comme ça se fait un peu partout. Cette question-là n'a jamais été simple en Guadeloupe et elle n'a jamais été simple à cause de l'esclavage. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on sait que les maîtres avaient le droit de cuissage et tout ça. Et j'ai un ami qui a illustré ça de la manière suivante. On vous écoute tout de suite. C'est une image, mais ça explique les choses. La jeune femme esclave est dans sa cabane avec son ami esclave. Quand le maître, qui a tous les droits, arrive, que fait le copain esclave? Il se cache sous le lit. Le maître abuse de la femme esclave et ensuite s'en va. Et que se passe-t-il après? Le copain esclave qui s'était caché accuse la fille esclave d'y avoir pris goût, d'y avoir pris du plaisir, et la fille accuse l'homme de n'avoir pas su la défendre. Et d'accord? Ça, c'est une image. Donc, pour expliquer cette différence, la complexité des relations. Alors, il y a un philosophe guadeloupéen décédé du nom de Fritz Gracchus, qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle Les lieux de la mer, on peut d'accord ou pas, mais qui expliquait en sorte que le modèle de la femme esclave et de sa descendante, ça n'a jamais été l'homme noir qui n'était incapable de la défendre et qui n'avait pas la capacité de construire une vraie famille. La vraie famille était celle du maître qui, lui, avait femme, enfant, épouse dans une maison et qui était le modèle d'homme. Et c'était son homme rêvé. D'accord. Donc, c'est une vieille histoire très, très, très compliquée et que probablement des psychologues et psychanalystes pourraient expliquer mieux que moi, mais ça n'a jamais été un rapport simple. Les rapports hommes-femmes en Guadeloupe. C'est ce qui pourrait expliquer de manière inconsciente
cette place centrale qu'occupe la mère dans nos foyers. Il faut remonter jusque-là pour comprendre ça. C'est pourquoi donc, moi je n'interviens pas beaucoup sur ces questions-là, mais quand j'entends dire que, ah oui, c'est comme ça, des gens qui sont péremptoires, je dis, attention, faisons attention, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Beaucoup plus compliquées que ça. Et à cela, il faut ajouter tout ce qui vient avec l'époque actuelle. À cette explication, vous avez évoqué aussi, bien sûr, cette explication fondamentale, mais vous avez ajouté à cela les mutations qui se sont opérées dans les 50 dernières années dans notre société et qui se sont opérées aussi par ailleurs. Hein. C'est pas uniquement chez nous. Hein. Bon, ça prend une ampleur particulière dans notre société. Vous savez, il y a 50 ans, une femme n'avait pas le droit, même mariée, n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque personnel. C'est la loi de 65 qui a fait ça. Il y a eu la loi sur la pilule, sur l'avortement, aujourd'hui sur les parités, etc. Il y a eu en Guadeloupe quand même si on remonte seulement à 40 ans, la modification de l'occupation spatiale des villes ici est quelque chose de frappant. Hein. On se rappelle encore, il y a même pas 35 ans, c'était un petit pont sur la Gabarre pour aller à Basse-Terre. Hein. C'était une petite route pour aller à Basse-Terre. On mettait presque 1h30, si pas 2 heures pour arriver à Basse-Terre, en passant par toutes les communes. Enfin, on a vu quand même un développement extraordinaire, concentré sur un espace de temps très réduit. Et ensuite, il y a quelque chose d'incroyable qui nous est arrivé depuis une vingtaine d'années, c'est la fameuse révolution numérique. L'accès aux médias dont vous avez parlé, l'accès aux médias qui fait entrer dans nos foyers des modèles culturels qui ne sont pas les nôtres, qui viennent se cracher sur une réalité du terrain qui n'est pas tout à fait... Et puis, nous sommes aussi passés, d'après ce que vous nous avez dit, d'un mode d'existence, d'un mode d'économie sociale, familiale, qui était un mode d'économie de subsistance, à une société non pas seulement de consommation, vous avez parlé de ça, des trucs jetables, mais de surconsommation. On a comme l'impression que l'amélioration des conditions matérielles de vie s'est accompagnée d'une perte de valeur qui structurait nos familles. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait ça. Mais je voudrais juste porter une précision. Dans certains domaines, il y a eu des choses étonnantes. Vous parliez des lois sur la contraception. Est-ce que vous savez que la Guadeloupe a été justement un territoire précurseur et que la contraception était pratiquée en Guadeloupe et même admise avant que la loi ne soit votée en France, grâce à quelques pionnières, je dois dire, en Guadeloupe. Je veux citer Madame Simé Lutin, qui est une femme qui a beaucoup lutté pour l'amélioration des conditions des femmes. Donc il y a des contradictions comme ça, je veux dire. Bon. Alors maintenant, vous demandiez, est-ce que cette évolution... l'évolution des conditions matérielles de vie, l'abondance des biens matériels s'est accompagnée d'une réduction, d'une perte de nos valeurs. Oui. Ouais. Parce que les choses, c'est la rapidité dont je parlais. Dans une société qui évolue, j'allais dire, normalement et à son rythme, l'évolution des moyens de communication, l'évolution de la technique, l'apparition du numérique ne détruit pas tout un pan de la culture de cette société-là, puisque la société évolue à son rythme et donc la société intègre cette nouvelle donne. Oui. Elle est vraiment intégrée. Mais nous, il s'agit d'une intégration, pas d'une intégration, ou alors d'une intégration forcée. Quelque chose d'exogène, en fait, qui n'est pas né de la société qui est vécu comme un choc. Comme un choc. Alors, on est obligé de faire avec, sous peine de ne pas exister, de faire avec. Alors, ça se fait un peu partout, mais nous avons un territoire de 1780 km². C'est-à-dire que plus le territoire est petit,
plus la résonance du choc aussi est forte. Est forte, oui. Est forte. Je veux dire qu'on n'a pas d'arrière-pays. Non. On n'a pas d'arrière-pays. C'est vrai. Bon, où on pourrait dire, bon, dans telle région, dans telle ville, dans tel endroit, on expérimente certaines choses. Quand quelque chose apparaît en Guadeloupe, ça apparaît dans toute la Guadeloupe. D'un seul coup. Donc, c'est des données géographiques, 1780 km². Donc, pas d'arrière au pays, un choc et évidemment danger. Danger sur ce qui... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire face? Certainement, mais... que faire? Non, c'est-à-dire que nous, ni vous ni moi, ne pouvons répondre. Il appartient aux générations futures, nouvelles, les jeunes d'aujourd'hui. Ce sont eux qui pourront trouver la réponse. Parce que nous allons faire quoi? Nous allons trouver une réponse qui est bonne pour nous. Mais en fait, on est mort, enfin. Oui. Mais quelle réponse est bonne pour eux? Eux devront trouver la réponse. Ils ont la lourde responsabilité de trouver une réponse et cette réponse-là sera leur survie. Leur survie. Bon, bon, on peut, ce que j'appelle les adultes, les aînés peuvent inciter au débat, ils peuvent donner des pistes, mais ils ne peuvent pas avoir la prétention de trouver des réponses pour l'énorme génération qui est celle des 15, j'allais dire, 49 ans. Ceux-là devront trouver la réponse. Alors, il y a une donnée, M. Roussillon, sur justement la démographie en Guadeloupe dont il faut tenir compte. C'est que les projections que nous donne l'INSEE sur la population est une population plutôt vieillissante. Oui. Les projections prévoient que dans les années 2030-2040, nous aurons une forte population, une forte proportion de la population qui sera âgée de plus de 60 ans. Oui. Plus de 60 ans. Oui. Une très forte pauvreté. Et les données actuelles montrent que l'évolution de la population en Guadeloupe, la population n'a pas augmenté de plus de 0,03. On est très, très... Et même qu'on va avoir, on amorce même une perte. Il y a une population qui non seulement vieillit, mais qui ne se renouvelle pas. Les départs n'étant pas compensés par les arrivées. Tout à fait. Donc, est-ce que ce n'est pas une donnée dont il faut tenir compte un peu c'est une donnée, c'est un des grands dangers qui menace la Guadeloupe, à plusieurs titres d'ailleurs. Les générations, les naissances ne suffisent pas pour couvrir pour les décès et les départs. Et les départs, ouais. Donc, il y a un vrai problème. Il faudrait pouvoir encourager les retours au pays, ou limiter les départs. Mais quand je dis ça, on en revient tout de suite à la question économique. Économique, oui. La question occuper ces jeunes. Il faut occuper ces jeunes. Parce que les jeunes les plus amoureux de leur pays, et les jeunes aiment la Guadeloupe, mais seront obligés de partir s'ils ne trouvent pas... Et c'est hélas une jeunesse plus formée. Et oui. C'est les plus brillants qui partent souvent. Ceux qui partent faire des études un peu partout dans le monde, dans la majorité des cas, ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'il n'y a rien à leur offrir. Ils ne reviennent pas. Alors j'entends à la fois avec bonheur, avec joie, mais aussi en même temps avec tristesse, que tel Guadeloupe est diplômé de telle chose, je sais pas moi, et employé à la NASA, que tel autre dans tel pays, aux États-Unis, que tel autre est ceci en Suède. En tant que Guadeloupe, je me dis, mais quand même, on arrive à produire des gens bien. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais tous ces gens-là sont perdus pour la Guadeloupe. Ils sont perdus. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. C'est un double sentiment. Donc, c'est l'une des causes, le départ des jeunes, et puis la question de la contraception. Une jeune femme, sachant les difficultés actuelles, ou un jeune couple, ils ne vont pas faire des enfants. Comme je disais, pas qu'à faire si, vous mettez en misère. Ils ne vont pas. Même si ce couple-là
a les moyens en tant que couple, hein, même si c'est un couple relativement aisé, etc. Mais eux ont les moyens, mais aux enfants. Nous avons passé un tournant il y a quelques années où nous disions que les jeunes qui sont en général étudiants ou lycéens, désormais font partie de la catégorie de ceux qui auront une situation sociale moins enviable que celle de leurs parents. On est dans cette situation. C'était le contraire avant, parce que l'école c'était une espèce d'ascenseur social, il y avait, etc. Mais là c'est un ascenseur qui ne fonctionne pour s'est arrêté depuis un bon moment, et là, des parents, ils auront énormément de chance si jamais leur progéniture a une situation sociale meilleure que la leur. Mais il y a peu de chance. Il y a de moins en moins de chance. Il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect concernant le vieillissement de la population. Oui, la population vieillit. Mais dans cette société qui est la nôtre, rien n'est prévu pour faire face au vieillissement de la population. L'espace public n'est pas aménagé pour les personnes âgées, ni pour les handicapés, mais comme souvent les deux vont de pair. Donc l'espace public n'est pas aménagé. Nous vivons dans une société, mais pas nous seulement, hein, c'est dans toutes les sociétés modernes, où il faut être jeune, il faut être riche, où il faut être beau. Si on n'est pas comme ça, on devient inutile, on est un poids pour la société, et les gens s'étonnent de vous voir encore là, s'étonnent de voir complètement encore mort. Donc, parce que vous les embêtez, parce que vous gênez le monde, parce que la société n'est pas faite pour vous, parce que vous ne pouvez pas monter un escalier, vous ne pouvez pas faire ceci. Non, la société n'est pas organisée pour ça. Ça va éclater à notre figure. Lorsqu'il arrivera le temps où la moitié de la population sera vieillissante, et on va se rendre compte que rien, mais alors strictement rien, n'est organisé pour accompagner les aînés jusqu'à leur dernier jour. Ça sera dramatique. Et en plus, avec le rallongement de la vie. Donc, on va vivre vieux plus longtemps. Plus longtemps, ouais. Donc, ça sera un véritable défi pour la société. Mais quand on parle de ça, on a l'impression de parler dans le vide. Alors, il y a quelques pères que nous avons au cours des micro-trottoirs que nous rencontrons dans les communes de Guadeloupe, qui disent que les politiques ont favorisé un peu le retrait des parents dans l'éducation des enfants, en ce sens que très souvent, sur le plan judiciaire par exemple, quand il y a une séparation, le père n'est jamais, on ne prend jamais en compte les intérêts des pères. La garde des enfants est toujours confiée automatiquement aux mères de famille et qu'on les mettait toujours un peu à l'écart. Et aussi, vous savez, l'histoire du RSA, du RMI, etc., est quelque chose qui n'est plus tout à fait accepté parce que les gens ont besoin de dignité. De dignité. Toucher de l'argent pour rien, ça commence à poser de problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, alors pour les jeunes. Le RMI, à l'origine du RSA, c'est vraiment l'histoire d'une bonne chose qu'on a transformée en mauvaise chose. L'histoire d'une bonne idée qui s'est trouvée pervertie à cause de la situation économique et sociale. L'idée de dire, puisque la France est un pays riche, 5e ou 6e puissance du monde, je ne sais plus, que c'est un pays riche et qu'il n'est pas tout à fait acceptable que dans ce pays riche, des gens n'aient absolument rien pour vivre. Il faut leur donner quelque chose, à condition que ces gens-là aient la possibilité de suivre un processus d'insertion, le I du RMI. Donc, c'est une idée noble, c'est bien. Sauf que les moyens à mettre en place pour qu'il y ait réellement une politique d'insertion n'ont jamais été mis en place pour X idées, qu'on a complètement oublié le I de l'insertion et que le RMI est devenu un salaire pour ne rien faire. Ce qui était
inacceptable pour les gens qui, eux, travaillent et ont des petits salaires. Ils se disent, mais attends, mieux vaut que je m'inscrive au RMI et que je fasse un job clandestin à côté. C'est inacceptable pour ces gens-là. Et progressivement, c'est devenu, c'est vrai, une preuve d'indignité, un sentiment d'indignité pour les gens qui en bénéficiaient. Donc, c'est vraiment la transformation d'une idée qui pouvait être intéressante en une mauvaise chose. Ça, c'est pour le RMI. La question précédente que vous me posiez, c'était... C'était, des pères à qui, par exemple, la justice ne donne jamais la garde des enfants. C'était vrai. Bon, ça a été vrai depuis toujours, un peu partout d'ailleurs. Bon, ça c'est pas spécifique à la Guadeloupe. Oui. Non, c'est pas spécifique à la Guadeloupe. Ouais. Ça change. Mais n'empêche qu'il y a des pères qui disent... Ah non, mais ça considère... Il y a deux choses. Avant, c'était systématique, c'est-à-dire on estimait, la justice et puis l'opinion publique estimait que seule une maman était capable de s'occuper d'un enfant, surtout si l'enfant était jeune. Et c'était lié au fait que même certains hommes avaient déjà intégré cette idée-là et ne manifestent pas le désir d'avoir l'enfant, pourvu qu'il donnait une pension alimentaire. Il y a un changement qui se fait à ce niveau-là, sous la pression des hommes et des femmes. Les hommes ont commencé à revendiquer aussi le droit de garde, ou alors la garde alternée avec la maman. Et les mamans aussi ont estimé qu'il n'y avait aucune raison pour que ce soit elles, après avoir été potomitants, justement, dont nous avons parlé, qu'elles aient encore... Donc, les choses changent. Mais c'est vrai que ça, là encore, ça change doucement. Parce que l'opinion, les opinions sont des choses, les opinions publiques sont tenaces. Et les opinions publiques fonctionnent souvent avec des préjugés. Les préjugés sont tenaces. C'est-à-dire que vous avez un gamin de 6 mois. Si vous dites qu'on va confier le gamin la garde au père, il y a beaucoup de gens qui vont dire mais le juge est fou. Donc les préjugés sont tenaces. Mais il faut reconnaître, pour suivre quand même quelques décisions du juge des enfants et du juge des affaires familiales, il y a une légère évolution. Et les hommes sont de plus en plus à demander au moins une garde alternée. De plus en plus. Mais ça ne va pas révolutionner la pratique là non plus du jour au lendemain. Hein. Il va falloir encore... Bien, il faut donner du temps au temps. Le temps de la sédimentation, pour utiliser votre expression, que ça passe vraiment dans les mœurs et qu'on s'habitue à cela. Ouais. Alors, une dernière question pour terminer cet entretien extrêmement intéressant, c'est sur la question de la famille monoparentale assumée, revendiquée par les femmes aujourd'hui. Oui. Nous avons rencontré dans le public des femmes qui disaient avant on subissait souvent la monoparentalité parce que le type était parti, machin. Mais aujourd'hui, nous assumons aussi la monoparentalité. C'est un choix parce que je travaille, j'ai les moyens d'assurer ma subsistance et celle de mon enfant, j'ai les capacités intellectuelles de lui transmettre une éducation de qualité. Je n'ai pas besoin d'hommes pour ça. Ouais. Ça existe dans nos sociétés. Ça existe et ça va exister de plus en plus. Sauf que quand elle dit « j'ai pas besoin d'hommes », c'est peut-être vrai, mais l'enfant a besoin d'un père. C'est différent qu'elle n'ait pas besoin d'hommes, ça c'est son problème, mais que l'enfant ait besoin d'un père, ça c'est un autre problème. Donc, c'est vrai qu'il y a une monoparentalité qui est de plus en plus assumée, qui est liée à l'apparition des idées féministes, le développement des idées féministes, et qui est liée à la Des idées féministes dans notre société guadeloupéenne. Si, il y a eu des idées féministes, essentiellement de ce que j'appelle la petite bourgeoisie guadeloupéenne, comme vous dites, les gens qui ont les moyens de s'assumer économiquement, qui ont un boulot, et qui estiment pouvoir élever seuls leurs enfants. Et comme disait l'une que je connais, moi j'ai pas besoin d'un homme dans mes pieds du 1er janvier au 31 décembre, qu'est-ce que j'en fais? Bon, pour reprendre son expression. Donc, mais
Et il y en aura de plus en plus. Mais je pense néanmoins que sans qu'elles aient besoin d'un homme à leur pied, si elles n'en veulent pas, et c'est parfaitement leur droit, que un enfant qui a un père, mais un père avec tout ce que ça comporte, hein, pas seulement un père biologique, un père qui joue son rôle de père, c'est mieux pour l'enfant. Même si ce père en question ne vit pas avec la mère, hein, ça c'est autre chose. Je pense qu'il vaut mieux pour l'enfant d'avoir un père, mais un père qui a... Mais il faut faire la différence entre la femme qui dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour l'embêter, sous prétexte que l'homme devra lui donner à manger. Non, ça c'est son droit. C'est l'enfant qui a besoin d'un père, pas la femme qui a besoin d'un homme. Vous, avec votre regard de sociologue, quelle est l'évolution, pour conclure notre entretien, quelles sont les grandes lignes de force dans l'évolution de cette société sur la place de l'homme dans l'éducation des enfants? Je suis optimiste, parce que je pense que malgré tout ce que nous avons dit, malgré les dysfonctionnements, on avance à petits pas, mais on avance à une meilleure compréhension entre les hommes et les femmes, et par conséquent à un progrès de la participation de l'homme dans l'éducation des enfants. On y arrive, hein? Il y a des petits signes, et moi je fais confiance aux jeunes, contrairement à ce que l'on croit, et malgré le fait qu'ils soient très modernes, on ne dit pas moderne comme d'ailleurs, ils disent branchés, le fait qu'ils soient branchés, connectés, eh bien je crois qu'ils ont quand même, surtout chez les jeunes couples, cette volonté de construire quelque chose ensemble. Alors, mais la construction n'aura pas la même forme qu'avant. On peut construire quelque chose ensemble, en vivant ensemble, mais on peut construire quelque chose en étant ensemble séparément. C'est le être ensemble séparément. Être ensemble séparément. Nous allons retenir cette formule. Merci beaucoup, M. Broussillon. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé. Ah non, pas du tout, pas du tout. Les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses avec cet entretien. Et merci encore pour ceci. Mais nous reviendrons vous voir pour d'autres sujets qui interpellent la société guadeloupéenne. Hein. Le rôle de radiotélescopie, c'est le miroir de notre société. Volontiers. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission Radiotélescopie de la Guadeloupe qui a été consacrée au décryptage, à l'analyse des transformations qui ont affecté notre société depuis 30 ans et qui en ont changé radicalement la physionomie. Quelle société dans l'histoire commune de notre humanité a connu des changements, des bouleversements et des changements aussi radicaux dans un laps de temps aussi court que les départements d'outre-mer et en particulier la Guadeloupe? Transformation économique, transformation sociale, transformation législative, transformation des mœurs, développement exponentiel des infrastructures. Être capable de digérer, d'absorber tous ces changements qui ne sont pas inhérents à la société guadeloupéenne en très peu de temps. Toutes ces transformations ont fait que cette société est dans une course à l'adaptation, comme le disait Éric Broussillon. Car passer d'une économie de subsistance coloniale et postcoloniale à une économie de consommation et de surconsommation même en moins de 30 ans. Passer des déplacements à dos de charrette à bœuf à des voitures surpuissantes sur nos routes. Tout ceci en moins de 50 ans. Une société qui a vu l'émancipation de la femme en moins de 50 ans. Des femmes plus instruites, plus formées, plus compétentes, qui s'introduisent, qui accèdent au marché du travail et qui occupent de plus en plus des postes de responsabilité. Un changement législatif qui a aussi amené, qui a favorisé cette émancipation des femmes.
des modifications législatives qui imposent la parité, qui imposent l'égalité nécessaire des salaires entre hommes et femmes lorsqu'elles ont les mêmes compétences. Nous avons une société qui, en 30 ans, a vu la modification du rapport à l'information. Dans les années 80, on assiste à une libéralisation des ondes. Donc, création de nouvelles sources d'information. C'est la fin de la voie officielle de l'information. Cette transformation du monde des médias va s'accélérer dans les années 80, 90 précisément, avec des sources différentes d'informations qui arrivent dans nos foyers en Guadeloupe. Il y aura une accélération de ces sources d'informations avec la révolution Internet, qui, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, va permettre à tout un chacun d'accéder à des sources d'informations encore démultipliées à partir de son bureau, de son domicile, de son appartement, au fin fond des communes. Nous sommes en contact avec le monde entier. Ces transformations, cet accès à l'information introduit dans nos modes de vie des transformations parce que il y a une importation des comportements qui sont étrangers, des comportements, des manières de vivre, des manières de fonctionner qui sont un peu étrangers à la culture de base de cette société. Une de ces transformations est l'accession à la consommation effrénée. Je dirais même la surconsommation qui caractérise cette société. Ces transformations brutales, rapides, comme le décrit le sociologue Éric Broussillon, n'a pas laissé le temps à cette société de digérer ces modes de vie, ces modes de comportement, ces modes de consommation qui sont extérieurs à cette société. Là où les sociétés, ailleurs sur le continent, prennent le temps de la sédimentation, le temps de la maturation des changements, ici, en moins de 50 ans, en moins de 30 ans, nous avons subi véritablement des changements radicaux dans notre mode de fonctionner, dans notre mode de vivre, dans notre mode de consommer, dans notre mode d'habiter même. Vous avez vu les transformations qui se sont opérées dans cette société en 50 ans, où on est passé de la case à l'appartement en HLM. Et toutes ces transformations survenues dans ce laps de temps ont provoqué le délitement des valeurs traditionnelles qui fondaient cette société depuis des générations. Au choc des modes de vie, des modes culturels venus d'ailleurs, les valeurs traditionnelles ont explosé en vol. Résultat, nous avons une société fragmentée, divisée entre ceux qui s'adaptent et se conforment au modèle dominant de la société de consommation et ceux qui sont laissés de côté sur le chemin. Cette fragmentation de notre société entre ceux qui consomment, qui se conforment au modèle dominant de la société de consommation et ceux qui sont laissés sur le côté crée du ressentiment et de la frustration. Le ressentiment et la frustration sont le terreau de la colère et de la violence. Radiotélescopie de la Guadeloupe reviendra la semaine prochaine avec un thème qui est celui de la violence faite aux femmes. Une analyse sans concession de notre société où les femmes sont les premières victimes de la violence. Vendredi prochain sur ETV, Radiotélescopie de la Guadeloupe, 20h10. ETV, c'est vous-même.